superviseur ici au secteur ouest pour la CETAC Port-Neuf depuis 2 ans, paramédic depuis 33 ans maintenant. Notre entreprise, c'est une coopérative. On est 575 membres dans plusieurs régions, dont Saguenay, Québec, Charlevoix, Port-Neuf, Parc-des-Laurentides. Et en tant que coopérative, les gens peuvent être impliqués à plusieurs niveaux, plusieurs comités, ces choses-là. Moi, je suis sur le conseil d'administration de la coopérative depuis bientôt 5 ans, en tant que responsable pour le secteur Port-Neuf. La mission de la CETAC est d'offrir les plus hauts standards en services paramédicaux grâce à la qualité des emplois, la compétence et le professionnalisme de ses membres. Le rôle principal de superviseur, c'est de s'assurer que les équipes soient disponibles et sur la route quand c'est le temps. Qui manque de rien. Puis ensuite, ça c'est le premier rôle. Le deuxième rôle, c'est un support aux équipes, que ce soit un support physique, technique pour aider à évacuer, après ça, clinique aussi à l'occasion, malgré qu'on a des techniciens ambulanciers formateurs ici qui vont donner, qui vont épauler les paramédics à ce niveau-là. Puis aussi, on a un volet psychologique pour s'assurer que la santé psychologique de nos paramédics soit correcte, parce qu'il y a des interventions des fois qui peuvent être difficiles psychologiquement, puis il faut s'assurer que les paramédics en gardent pas de séquelles. On est formé pour les supporter, les épauler, faire du désamorçage immédiatement après les interventions, les sortir de la route, s'assurer qu'ils se portent bien puis qu'ils ne gardent pas de séquelles, parce que c'est pas toujours évident le travail. Puis ensuite, un troisième rôle pour le superviseur, puis peut-être un peu plus en région, c'est vraiment de gérer les opérations régulières, que ce soit au niveau de la logistique, au niveau de l'équipement mécanique, des véhicules, ensuite des espaces, des aires de vie ici, aussi les liens avec les partenaires, avec les policiers, les pompiers, les MRC, les municipalités. On a à intervenir ou à gérer certains plans d'urgence, qu'on collabore avec tout ce monde-là. Fait que c'est un peu mon rôle aussi, qui est différent que peut-être des superviseurs de Québec n'auront pas à faire là, à ce niveau-là. Mais moi, vu que j'ai plusieurs chapeaux, ça fait partie de mon mandat. Fait qu'aussi, le rôle du superviseur, c'est de faire des formations, faire des briefings. Régulièrement ici, on fait des briefings, que ce soit opérationnel, clinique, ou de l'information importante à passer aux paramédics. Ils sont rencontrés 15-20 minutes à l'intérieur de leur corps de travail pour passer de l'information, pour s'assurer que l'information soit donnée de façon uniforme, là, puis aussi au niveau clinique, certains ajustements au protocole ou ces choses-là. Fait que on fait ces petites formations-là. La différence, c'est que le travail pour un superviseur en région, c'est vraiment une tâche diversifiée par rapport à Québec. Ici, on gère un peu tout ce qu'il y a comme opération logistique, l'entretien des véhicules, s'assurer que l'équipement soit disponible, la logistique, la formation pour les paramédics. C'est variable, c'est variable. C'est sûr que l'été, il y a toujours un petit peu plus de mouvement, plus de circulation, plus de gens dans les campings. Donc, c'est sûr que ça amène tout le temps un petit peu plus d'appels l'été. Il y a l'automne aussi, quand il y a les premières neiges, on a toujours un petit peu plus d'accidents. Les fins de semaine aussi, les grosses fins de semaine, les vacances de construction, c'est des périodes qui sont un petit peu plus achalandées. Il y a plus de mouvement, plus de gens en forêt, en camping qui s'aventurent et qui amènent des interventions différentes de la routine. On est environ à 1600 appels par année ici pour le secteur de l'ouest de Port-Neuf. Mais c'est vraiment variable. On peut avoir des journées qui en a pas, puis on peut avoir des journées qui ont 7, 8, 9 appels là, sur une période de 24 heures. Puis il y a des appels qui peuvent être beaucoup plus longs s'il y a des patients qui doivent être conduits à Québec ou si on a des interventions un peu plus en région éloignée, en forêt ou des choses comme ça. Évidemment, ici, dans l'Ouest, on a une urgence, le CLSC de Saint-Marc, fait que ça nous amène beaucoup de transferts. Il y a beaucoup de transferts vers la région de Québec, un peu aussi du côté de Trois-Rivières. Mais pour le reste, c'est assez départagé. Il va y avoir des cas médicaux, des cas médicales, mais je dirais que plus que la moitié des appels, c'est des transferts. Bien, pour l'ouest de Port-Neuf, nous, le jour, à partir de 7 heures, on a 2 véhicules. De 14 heures à 15 heures, on en a 3.
Et ensuite, jusqu'à 2 heures du matin, on en a 2. Puis après, c'est un véhicule. Là, de 2 heures à 6 heures du matin, on a un seul véhicule. Mais dans la région, dans Port-Neuf, on est en collaboration avec toutes les autres entreprises, là, soit Donnacana, Sainte-Catherine, Saint-Raymond. Puis on se déplace d'un secteur à l'autre. La centrale nous répartit les véhicules selon les besoins, selon les équipes disponibles. Fait que tout est dynamique, se déplace un peu partout sur le territoire pour essayer d'avoir un temps-réponse le plus optimal possible pour le plus de population. Monsieur? Réaction. J'ai pas de... La première étape, c'est d'identifier l'arrêt cardiaque. OK. Parfait, analyse, on touche pas au patient. Il a l'air enterré. Ensuite de tout ça, ça va être de tenter de donner un premier choc. OK, ça va choquer, on touche pas au patient. Parfait, ça choque. Premier choc donné. Le masque, s'il te plaît. Premier cycle de fait, je vais te le dire, si ça passe bien. Ensuite de ça, c'est de faire des manœuvres, là, de faire du massage avec la ventilation. Non, c'est beau. Parfait, deuxième de fait. 30. On va intuber le patient pour être certain qu'il n'y ait pas de contenu gastrique là, qui va aller dans les voies respiratoires, parce que c'est possible étant donné qu'on fait du massage là, très près de l'estomac. OK, il me reste un dernier cycle, Alex. OK, on touche pas au patient. Ça va choquer quand ça va charger. OK, éloigne l'O2, on touche pas au patient. Choc donné. Good. T'es prêt à intuber? Oui. Facile, Alex. OK, il y a une courbe. All right. Parfait. Je pense qu'il y a le superviseur qui t'avait d'arriver. Hein. C'est beau, je vois toujours une belle courbe, Alex, pour ta ventilation. Salut les gars. Yes, salut. Vous avez choqué, il va y avoir un transport? On a eu 2 chocs. OK. C'est 55. On a une histoire de malaise thoracique, là, mais pas beaucoup d'infos. C'est ça qui est connu cardiaque. Yes, il reste à peu près 30 secondes, oui. Parfait. Pour le massage. Bon. Ici. Secondes. OK, j'analyse. Ça va donner un autre choc. On le tourne après le choc, donc? Ouais. Parfait. OK. Super. Personne ne touche au patient. Choc donné. Good. Je le tourne? Oui. Parfait. À 2. 1, 2. Super. Alors, je vais t'arracher. Regarde, je vais le masser.
sois prêt sur le coup. Là, ben, salut Lucas. Good. Ouais. Changé. Parfait. OK. On est parti. C'est guidou. En 32. Super. Parti. Good. Yes. Attacher les poignets. Les bras. Ça, c'est beau. Ok, ça c'était beau. Installe une tie wrap entre la planche, entre les deux planches. Fait que dans le fond, ce qu'on vous a présenté, c'est une intervention pour quelqu'un en arrêt cardio-respiratoire, c'est-à-dire que son cœur est arrêté. On a normalement un rythme électrique organisé dans notre cœur. Puis lorsqu'il se désorganise pour quelconque raison, le cœur arrête de pomper du sang dans le corps, puis on a un très court laps de temps pour essayer de tenter de faire quelque chose. Là. Ultimement, ce qu'on veut, c'est donner un choc pour réorganiser l'électricité dans le cœur puis lui permettre de battre. Notre protocole de base, là, c'est vraiment de faire 5 analyses par notre machine. Elle va décider si elle donne un choc selon le rythme cardiaque qu'elle va voir, qu'elle va identifier chez le patient. Puis, ultimement, ben, parfois, on va arrêter les manœuvres lorsqu'on voit que nos manœuvres sont futiles puis qu'on a vraiment tout tenté ce qu'on pouvait faire pour ce patient-là. Puis d'autres fois, quand on va avoir donné des chocs puis ce genre de choses-là, bien là, ce patient-là, on va le transporter à l'hôpital pour voir si ultimement, même si nous, on ne l'a pas réanimé nécessairement sur place, si à l'hôpital, ils peuvent quand même donner de la médication, de l'adrénaline, du bicarbonate, ce genre de choses-là, pour tenter de refaire partir le cœur finalement puis de traiter la pathologie qui a causé l'arrêt cardiaque. Sur l'appareil Lucas que vous avez vu, après ça, dans le fond, ça, c'est vraiment un outil qu'on a pour le transport des patients parce que dans le fond, c'est un automasseur que vous avez vu qu'on va installer sur le patient qui va se clipper vraiment sur notre planche dorsale puis qui va faire le massage à notre place. C'est excessivement difficile de faire du massage cardiaque en transport, de se tenir avec une main ou bien de faire du massage puis espérer pas trop tomber. Nous, c'est certain qu'on est en région. En transport, c'est ça. Vu que c'est difficile de faire le massage devient moins efficace éventuellement. Fait que cette machine-là nous permet d'avoir un massage efficace et continu en tout temps. Puis ça nous permet aussi de ne pas avoir à arrêter de masser pour ventiler. On peut ventiler là, le patient intubé là, simultanément. Fait que ça a une multitude d'avantages pour nous d'avoir cet appareil-là. C'est les superviseurs qui l'ont, qui vont l'amener sur les arrêts cardiaques là, quand ils sont disponibles. Dans le fond, moi, mon rôle en tant qu'instructeur clinique à la CETAC, c'est que je fais partie d'une équipe d'instructeurs cliniques finalement qui sont des gens vraiment, c'est simplement parce que ça nous intéresse, c'est pas parce qu'on a des connaissances de plus. Certains oui, mais moi j'ai vraiment la même formation que mes autres collègues, c'est juste que je suis intéressé par le clinique. Puis on a la chance à la CETAC de se payer ces services-là, c'est-à-dire que nous, à l'équipe clinique, ce qu'on va faire, c'est donner de la formation à nos collègues. Parfois, les gens vont rentrer sur leur corps de travail, puis ils vont commencer leur corps en micro-formation qu'on appelle, c'est-à-dire qu'on va faire un ajout sur la route pour les remplacer, le temps d'une heure ou deux. Ils vont venir pratiquer, revoir des concepts qui n'ont pas été vus depuis un bon bout de temps ou des concepts par rapport à des appels qu'on ne fait pas souvent, là, comme, je peux donner un exemple, un accouchement. Vraiment des choses qu'on ne fait pas souvent. Sinon, autre que ça, en tant qu'instructeur, on peut avoir aussi des demandes de formation là, individuelle. Quelqu'un qui décide que, hey, crème, me semble que ça me ferait du bien de réviser la laryngoscopie là, pour la désobstruction des voies respiratoires, ce genre de choses-là. Bon, on peut leur donner des formations adaptées. Sinon, on a aussi toutes sortes de facettes là, de maintien de compétences, si on veut. On a des instructeurs qui vont travailler sur des journaux cliniques qui vont être diffusés là, aux membres sur des sujets comme la ventilation non invasive, par exemple, ou sur l'infarctus, la syncope. Fait que ça, c'est des articles que les gens peuvent lire de façon volontaire. On va aussi faire l'encadrement clinique de nos nouveaux embauchés.
souvent faire la transition entre aller à l'école puis travailler sur la route. Bien, il y a des différences, puis il y a des choses qu'on n'a pas vues nécessairement. Là, fait que nous, dans l'équipe clinique, on va lire les rapports des nouveaux embauchés, puis on va leur faire des rencontres individuelles avec eux là, pour les accompagner dans leur début sur la route, puis les amener à appliquer ce qu'ils ont vu à l'école sur la route là, de façon correcte, puis de rectifier le tir là, si on se rend compte qu'il y a peut-être des petites choses qui ont mal été vues. Puis ça, je vous dirais que c'est le principal de l'équipe clinique. Sinon, ça peut toucher aussi à un aide-mémoire qu'on peut avoir. Là. On travaille avec un petit aide-mémoire. Là. Je vous le montre vite comme ça, mais c'est dans le fond, c'est un aide-mémoire pour les doses de médicaments, certains protocoles qu'il faut savoir rapidement à portée de la main. Il y a des instructeurs qui vont travailler là-dessus. Puis sinon, on a du contenu sur un site Internet, il y a de la collecte de données. Là, Fait que finalement, tout ce qui touche aux cliniques, à la CETAC, dans le but que les gens soient à jour dans ce qu'ils font, puis que tout se déroule bien là, au niveau des soins des patients. Fait que dans le fond, l'inspection au début d'un corps de travail d'ambulance se fait en 2 temps. La première étape, c'est dans la boîte de l'ambulance. Souvent, c'est la personne qui va être assise à droite, le préposé qu'on appelle, qui va venir la faire. Puis ils vont avoir l'inspection mécanique du véhicule plus l'extérieur. En ce qui concerne l'inspection de la boîte, l'étape principale, c'est vraiment s'assurer que notre outil de travail principal, le moniteur, va fonctionner puis va délivrer un choc si jamais on est arrivé sur un arrêt cardiaque. Dans le fond, on prend nos fils, on vient faire ça ici, on les plug ensemble, on rouvre le moniteur, puis on va faire un test du moniteur, s'assurer, comme je dis, qu'il va vraiment choquer, qu'on s'assure qu'on a bien de la batterie, qu'on a tout l'équipement nécessaire, on va vérifier nos trousses également. Ma machine va me parler un petit peu, elle va parler, elle va crier. On fait le test. Appuyez sur le bouton de choc clignotant. Puis par la suite, on lui donne un faux choc. Puis, il ne faut pas oublier, ils vont nous dire de faire le RCR parce que selon elle, on est en mode de RCR. Mais là, ça m'a dit test réussi. Donc, on va juste reploguer nos fils comme il faut. Puis, on va remettre notre stock comme il faut également. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, des fois, on part assez rapidement. On s'assure que tout notre stock est beau. On a encore de matériel. Le téléphone est chargé pour demander de l'aide au besoin. Puis, on va vérifier également dans les armoires ici si tout est bien scellé. Comme ici, là présentement, à un premier coup d'œil, je suis capable de dire que tout est très bien. Il n'y a rien qui manque parce qu'il y a une pellicule de plastique qui n'a pas été déchirée sur le dessus. Fait que je vérifie vite de même. Ici, il y en a encore. On a la trousse de médicaments de spare qui est scellée aussi. Puis, dans le fond, nous autres, on a des bacs de couleurs. Tout ce qui s'appelle rouge, ça s'appelle traumatique, environnemental, réchauffer, refroidir, panser des blessures. Tout ce qui s'appelle bleu, c'est niveau respiration. Fait qu'on va avoir des masques à oxygène, des masques de nébulisation pour donner les médicaments. Pour la succion également, s'assurer qu'on aspire tout au besoin, il y a du sang ou du vomi. Puis, ce qu'on utilise le plus souvent, c'est le noir qui est là. Lui, c'est toutes les petites choses de base. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'à Québec, il y a un service de logistique qui font tout ça à la place des paramédics parce que là, eux autres, ils vont probablement faire appel après appel. Ça fait qu'il y a vraiment des gens, là, quand les paramédics finissent leur corps de travail puis le véhicule revient à caserne, il y a une équipe qui va désinfecter le véhicule, remettre le matériel en place. Fait qu'ils font tous les véhicules puis s'occupent de tout ce qui est logistique là, au niveau des ambulances. Comme ça, les gens, quand ils commencent leur corps de travail, eux autres à Québec, ils peuvent aller en briefing avec un superviseur, parler d'enjeux pour la journée. Puis ensuite de ça, bien, leur véhicule il est prêt à partir. Fait qu'ils sont disponibles tout de suite pour faire des appels. Fait que nous ici, je veux dire, on ne pourrait pas avoir une équipe de logistique 24 heures sur 24. Là. Fait que c'est nous qui s'occupent de cette partie-là. Il y a déjà des bacs, comme je t'ai montré. Mettons qu'on avait eu besoin de prendre le bac noir, qu'on utilise très, très souvent. Bien, mettons qu'on a décidé de prendre quelque chose, bien, on va juste prendre le bac qui est utilisé, on va aller le mettre en arrière, puis on va en prendre un neuf. Puis ça fait partie de la job du superviseur, de Louis, de justement faire la petite logistique, si on veut. Là. Il vient fermer, remettre ce qui manque dans le bac noir qu'on a utilisé, le remballer, puis montrer qu'il est scellé, puis il le remet sur les étagères. Fait que c'est notre logistique à nous. Ça, il fait de la job, il s'ennuie pas. Puis nous autres, on est bien contents de ce jeu. On débarque, on ramasse le moniteur, puis sur tous les appels,
peu importe la nature, il va avoir la trousse noire qu'on appelle le flint ou le support vital qui va venir avec nous, puis la bonbonne d'oxygène ici également. C'est que les 3 machines, la machine, l'ordinateur, le support vital puis l'oxygène vont débarquer sur tous les types d'appels qu'on va avoir. Au besoin, si on s'en va sur un appel de type traumatique, de brûlure, d'exposition au froid ou au chaud ou n'importe quoi, on va à la trousse qu'on appelle trauma ici, qui est la rouge, fait qu'on associe ça au sang. Si on s'en va sur un appel qui est pour un enfant, on va prendre la trousse pédiatrique. Dans le fond, là-dedans, ce qu'il y a, c'est la même affaire que dans ça principalement, mais en format plus petit. Fait que pour vraiment les bébés ou même les enfants, si notre stock d'adultes ne fonctionne pas sur les enfants trop petits. Puis la dernière, la orange, celle qu'on utilise le plus rarement, c'est la trousse d'obstétrique. Fait que ça, c'est quand on va aller sur un accouchement. Parce que ça, s'il y a des protocoles particuliers, on a du matériel particulier, puis il y a des affaires qu'on doit faire qui nécessitent tel type de matériel seulement pour ce genre d'intervention. Fait que tout est là-dedans. Puis l'inspection requiert qu'on vérifie que c'est bien scellé. Okay? On check, c'est scellé. L'autre aussi, elle l'est, je la vois pas bien, mais elle est scellée également. La trousse d'oxygène, il y a 2 petites poches pour des masques également. C'est scellé, c'est parfait, on vérifie pas plus loin que ça. Ici, on a la trousse de médicaments principale, elle est scellée, on la voit bien. Le flin ici, lui, va jamais être scellé à l'extérieur. Par contre, à l'intérieur, toutes les petites trousses vont l'être. Fait qu'ici, on a, je vais faire rapidement, ici, ça, c'est la succion, ce qu'on va apporter sur l'intervention. Une petite trousse de trauma, encore une fois, bleue pour la respiration. Fait qu'ici, on va avoir l'embu pour aider à la respiration au besoin pour une personne inconsciente. Puis une fois que ça c'est fait, puis l'inspection dans la boîte, comme on appelle, est faite, le tour, ça ressemble pas mal à ça en ce qui concerne l'inspection du préposé de la boîte. Il va rester l'inspection plus mécanique puis extérieure pour le chauffeur. Dans nos trousses, on a une trousse de médicaments qu'on apporte sur chaque appel. On a de l'épipène pour les réactions allergiques graves. On va avoir un médicament ici qui s'appelle le salbutamol. C'est la même chose que les gens ont souvent chez eux. C'est des petites pompes bleues pour les asthmatiques. C'est un médicament qui va aider toutes sortes de difficultés respiratoires. Là. Fait que c'est un liquide qu'on met dans un masque qui va faire une fumée, puis la personne va respirer ça. Ici, on a du naloxone, aussi appelé le Narcan. C'est pour les surdoses d'opioïdes. Fait que toutes les drogues type héroïne, fentanyl, ce genre de choses-là. Ça va vraiment renverser les effets de cette drogue-là. Fait que les gens vont être inconscients, puis ils respireront plus. On va leur administrer ça, puis quelques minutes après, là, la drogue va être complètement renversée, puis la personne va être consciente. Pour un certain laps de temps, il va falloir continuer notre administration de naloxone. Sinon, on a du glucagon. Ça, c'est un médicament pour les diabétiques, dans le fond, qui va aller... c'est une injection intramusculaire qui va aller activer les réserves de sucre dans le foie. Fait que quelqu'un qui se serait donné de l'insuline puis qui n'aurait pas mangé, puis que là, il n'y a plus assez de sucre dans son sang, nous, on sait que le cerveau fonctionne avec de l'oxygène et du sucre. Fait que c'est vraiment important dans ce temps-là. On leur donne ça, ça va leur libérer du sucre dans leur sang. Puis ils vont revenir à leur état normal. Sinon, ici, on a de la nitro. Ça, c'est pour les douleurs d'origine cardiaque. Les gens qui ont des problèmes de cœur, qui ont une douleur thoracique, on va diminuer leur douleur avec ça. Ça, c'est un Baqsimi qu'on appelle. C'est un médicament similaire au glucagon. C'est juste que lui, ça va être une poudre à injecter dans le nez. Fait que... Bon, on va essayer celui-là en premier. Puis si ça marche vraiment pas... C'est ça. Puis vu que c'est pas une injection, vu que c'est intranasal, bien, ça implique moins de risques pour nous de se contaminer. Là. Fait qu'on va essayer plus d'y aller avec ça. Sinon, on a du sucre, carrément des petites poches de sucre pour les gens diabétiques. Quand ils sont capables de prendre le sucre oralement, bien, on va leur donner ça. Puis de l'aspirine là, pour les gens qu'on suspecte avoir une problématique cardiaque également. Là, selon certains critères, on va administrer ça là, pour éviter qu'il se forme d'autres caillots là, dans les artères coronaires. Si on aurait des conseils à donner aux gens, si vous avez appelé l'ambulance, je te dirais l'ambulance, c'est pour les urgences vitales. C'est pour quand on n'a pas d'autres moyens de se rendre à l'hôpital puis qu'on pense qu'une problématique médicale est urgente. Si l'ambulance s'en vient chez vous,
Nous autres, c'est sûr que ce qui peut nous aider, c'est d'enfermer les animaux, c'est de préparer les cartes d'hôpital, la carte d'assurance maladie, la liste de médicaments, puis d'avoir peut-être une petite histoire à nous raconter, là, nous donner de l'information. Puis je dirais aussi, ce qui peut aider, c'est de nous faire signe. Là, si on arrive devant une maison, nous autres, des fois, on cherche les adresses. Là. Fait que si quelqu'un nous fait juste un signe par la porte, bien, ça peut nous aider grandement. Là. Je sais pas si toi, Alexandre, t'avais... Au moins aussi, allumer les lumières dans la maison. Des fois, on arrive, il fait noir, on sait pas, on va s'enfarger dans les 3-4 paires de souliers en rentrant. Allumer les lumières, ça ne fait pas de tort à personne. Puis pour nous, ça va nous aider énormément. Nous amener à la personne, pas juste retourner s'asseoir sur le divan. Ça nous est déjà arrivé, ça. Fait que, mais non, François a bien couvert le sujet en tant que tel. Là. Je pense que si je peux souligner un conseil aussi qui pourrait être le plus important de tous, ce serait d'avoir une formation en RCR puis en secourisme pour savoir un peu quoi faire dans ces formations-là. Ils vont bien expliquer c'est quoi les situations qu'on a besoin de l'ambulance, puis quoi faire en situation d'urgence, des gestes simples mais vitaux. Qu'on peut faire là, quand quelqu'un est inconscient, quand quelqu'un a une problématique médicale urgente. Fait que ça serait quoi que tout le monde devrait avoir là, finalement. Les points de service principaux, là, c'est Saint-Marc-des-Carrières, Donnacana, Saint-Raymond, Sainte-Catherine. Ensuite, tu as des points de service intermédiaires entre ceux-là, des points d'attente. Quand, mettons, on a plus que 4 véhicules disponibles dans la région, bien là, il va en avoir un à Saint-Casimir, un à Pont-Rouge. Ils vont être répartis un peu comme ça là, pour couvrir ces choses-là. Fait que si on tombe à 2 véhicules disponibles, il va en avoir un à Pont-Rouge, un à Saint-Marc, pour vraiment avoir une répartition des effectifs qui vont avoir un temps-réponse le plus optimal pour la population. C'est vraiment, ça dépend c'est où. Tu sais, à Saint-Marc, ça peut être 2-3 minutes pour une urgence, mais si on parle d'un petit peu plus en région, dans les milieux isolés, en forêt, bien là, oui, on peut avoir des temps-réponse pas mal plus longs, là, une vingtaine de minutes. Puis ça, tout dépend aussi du nombre de véhicules qu'il y a disponibles actuellement. Ça peut arriver qu'à Saint-Marc, ça soit long aussi le temps d'intervention parce que le seul véhicule qui était disponible était à Port-Neuf. Parce que quand il reste un seul véhicule disponible pour toute la région, il va être à Port-Neuf. Fait que lui, il peut répondre autant à Rivière-à-Pierre qu'à Saint-Hubal ou à Neuville. Fait que c'est là qui est un peu la variable au niveau du temps-réponse, le nombre d'effectifs disponibles à ce moment-là. Si jamais vous appelez l'ambulance et que vous trouvez que la personne est un peu tannante avec ses questions, mais c'est primordial de répondre à ces questions-là ça va permettre de déterminer le niveau de priorité parce que s'il nous reste juste 2 ambulances dans le comté, puis que vous appelez pour une urgence, mais si vous ne répondez pas aux questions, ça peut être difficile de déterminer le niveau d'urgence. Tandis que si vous prenez le temps de répondre, il va vraiment prioriser pour pouvoir envoyer la bonne ressource le plus rapidement possible. Puis les gens pensent que tout ce temps-là, l'ambulance ne bouge pas, mais c'est pas vrai, là, tu sais. Fait que c'est super important, les informations qui sont données aux répartiteurs, là, ils sont souvent oubliés, ce monde-là, là, mais ils ont un rôle dans la chaîne de survie primordial, puis très peu reconnus dans tout le système, là, mais c'est des gens super importants dans la chaîne d'intervention d'urgence. Toutes les mêmes trousses, le défibrillateur. En plus, on a le Luca pour faire l'aide au massage. Les équipements d'immobilisation. La seule chose qu'on n'a pas, c'est la civière pour transporter. On ne transporte pas de personnes. On est là surtout en assistance aux paramédics.